on se situe bien après la crise sanitaire que nous connaissons à l'heure actuelle et il est question vraiment de parler du télétravail indépendamment de cela et des conséquences que ça peut avoir sur l'organisation, notamment au niveau des relations professionnelles. Donc moi, je pensais que ça pouvait être intéressant de dire une première chose, c'est que le télétravail, de toute façon, était déjà sur la table dans de nombreuses entreprises. Pourquoi? Puisque, en fait, on a de plus en plus recours dans les entreprises à ce qu'on appelle le flex office. Donc, le flex office, c'est quoi? C'est le fait de dépersonnaliser le bureau, c'est-à-dire on n'a plus de bureau à soi et on organise donc la présence physique de nos collaborateurs sur site, donc de façon rotative, de sorte à pouvoir limiter le nombre de mètres carrés qu'on va gérer. Vous voyez, donc avec le flex office, vous avez moins de mètres carrés à gérer et donc c'est beaucoup plus facile de réaliser donc des économies de coûts. Ça n'échappe à personne. Mais bien sûr, pour organiser une rotation véritablement souple, il faut qu'il y ait au moins une journée de télétravail par semaine. Donc, celle-ci implique de repenser en fait les relations qu'on a au travail, les relations qu'on a aussi en tant que manager vis-à-vis du contrôle, puisque le contrôle jusqu'à présent se passait sur site et était visuel. Hein. C'est pas pour rien qu'on a des cloisons vitrées sur site, c'est pas pour rien qu'on a des open space. Voilà. Et puis, ça veut dire quoi le télétravail? Ça veut dire aussi que le site de l'entreprise n'est plus le seul lieu de production du travail, que la production du travail va pouvoir se passer ailleurs. Donc, ça appelle bien à repenser donc les relations qu'on peut avoir les uns avec les autres au sein de nos entreprises. Donc, tu me donnes un petit peu la main là, pour rebondir sur ce que tu disais. Du coup, c'est vrai ce que l'on avait vu quand on a préparé un peu cet échange, c'est qu'on avait deux approches complémentaires finalement sur le télétravail. Toi, une approche en fait quand même très très structurée, très organisationnelle, en tout cas, et qu'est-ce que ça peut apporter à l'entreprise et aux salariés. Moi, une approche plutôt en fait sur le télétravail comme quelque chose qui finalement est une modification du travail et des organisations. Au même titre que parfois on est amené à décider qu'on va séparer deux salariés qui sont dans un bureau l'un à côté de l'autre, et on voit bien que parfois la simple séparation de deux personnes génère des tensions, génère des craintes en fait chez ces personnes-là. Et quand on parle de télétravail, finalement, on parle de quelque chose qui est une importante modification des organisations et de l'activité, et qui n'est pas simplement que de dire on a une activité qui peut se faire à distance. On a un outil qui va travailler à distance. On repense également les collectifs, les coopérations, tout ce qui fait que le travail existe bien au-delà finalement de simplement un outil qui peut être utilisé localement ou délocalisé. Et que, alors, si je reprends un petit peu l'approche plutôt pour nous santé au travail, et je pense que là-dessus nous on est d'accord, c'est pas le point en tout cas sur lequel on sera en désaccord, c'est qu'il n'y a pas à être pour ou contre le télétravail. Il y a simplement besoin de se poser la question de comment ça modifie le travail, et pas simplement le fait que l'outil soit délocalisable. Il y a d'autre dans le travail qui fait que le travail existe et que chacun des salariés y trouve finalement son compte, il trouve quelque chose, je dirais, de reconnaissance, de développement personnel. Et c'est en ça qu'il faut être vigilant dès qu'on commence à faire du télétravail, parce que au-delà d'une organisation, ça modifie souvent des choses dans le travail qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, et c'est parce que justement ça marche bien qu'on ne le voit pas, et qu'il faut peut-être un tout petit peu se poser ces questions-là avant de le mettre en application, au risque de voir se dégrader des choses, ou en tout cas de voir apparaître des choses qui ne marchent plus, simplement parce qu'on ne se rendait pas compte que ça marchait grâce à plein de petites choses, de la coopération, des collectifs informels, des temps d'échange informels, qui risquent seulement de disparaître, en tout cas d'être moins présents en fonction du nombre de journées de télétravail, ou simplement du fait que certains c'est le lundi, les autres c'est le mardi, mais ils sont quand même 2 jours à pas se voir. Ça c'est pour démarrer aussi de mon côté. Voilà.
Mais bien sûr, alors je suis totalement d'accord évidemment avec toi. En fait, le télétravail doit se penser de façon flexible. C'est-à-dire que si les organisations décident de jouer la carte du télétravail, donc il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit dans un équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entente qui se passe sur le nombre de journées de télétravail et sur les modalités du télétravail. Pour mon dernier ouvrage, je suis rentrée en contact avec beaucoup de personnes qui pratiquent du télétravail, et j'ai eu vraiment beaucoup de cas de figure. Dans un grand groupe bancaire, je me suis rendu compte que le télétravail se pratiquait sur une journée par semaine déterminée à l'avance, en accord avec son N+1 et les RH, et ce pour le reste de l'année. Vous voyez, donc là, pas du tout de flexibilité. Ce sera le lundi et puis ça ne bougera pas jusqu'à l'année suivante. Dans d'autres entreprises, des très très gros groupes de nouvelles technologies d'origine américaine implantés en France, le télétravail, en revanche, se pratique de façon totalement flexible. C'est-à-dire qu'on informe qu'on ne sera pas sur site, on n'a même plus de raison à donner. Pourquoi? Parce que la réunion qu'on était censé faire, on va pouvoir la faire en distanciel si on n'est pas là. Les autres seront en présentiel. Etc., etc. Donc, vraie souplesse et il y a une vraie confiance qui est accordée aux collaborateurs. Après, cette confiance, soyons clairs, je disais tout à l'heure que la surveillance, elle s'exerçait historiquement par l'œil, donc l'effet panoptique, se sentir sous l'œil de l'autre, nous a tous conduits, tôt ou tard, à faire semblant d'être en train de travailler alors qu'on ne l'était pas, voilà. Et bien sûr, dans le télétravail, tout le monde le sait, il y a eu un article d'ailleurs là-dessus récemment dans Marianne sur les logiciels espions utilisés. Le score de productivité, n'est-ce pas, est calculé aussi quand on est en télétravail. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'un contrôle accru en télétravail. Néanmoins, l'intérêt que moi j'y vois, donc si on joue vraiment la carte de la flexibilité, c'est que si on est en situation de télétravail de façon harmonieuse et de façon bien négociée, ces quelques jours à la maison, on va pouvoir se reconcentrer exclusivement sur nos tâches sans faire attention à notre représentation. Donc, qu'est-ce que je veux dire quand je dis représentation? Ce que je veux dire, c'est que pour une fois, je ne vais pas me maquiller, ou pour une fois, je ne vais pas mettre une cravate. Je ne vais pas avoir à me soucier du regard de l'autre et je vais vraiment pouvoir me recentrer sur des tâches, vous voyez. Et puis, je vais faire l'économie aussi du temps de trajet, du stress que celui-ci peut provoquer. Donc, l'idéal, c'est d'arriver vraiment à un temps d'équilibre et à être capable de communiquer en fait ensemble. Et dans cette étude-là, est-ce que, en tout cas des études que tu as pu mener ou sur lesquelles tu t'es inspiré, est-ce qu'il y a tout un travail qui est fait sur la nature même de l'activité et sur la capacité de chacun à pouvoir travailler en autonomie, en fait, sans tomber dans d'autres problématiques qu'on peut rencontrer? Et c'est pas forcément lié au télétravail, d'ailleurs, on peut le rencontrer dans n'importe quelle entreprise, sauf qu'on peut imaginer que le télétravail peut exacerber certains aspects, ou justement le fait qu'il n'y ait pas le regard des autres fasse que on peut parfois avoir des formes de démotivation qui arrivent, parce qu'il y a des gens qui sont motivés dans l'échange, dans le fait de pouvoir croiser des gens à un instant donné. Mais à nouveau, je pense que de toute façon, il y a un moment donné, il y a la question du nombre de journées qui va rentrer en ligne de compte, parce que si c'est qu'une journée de temps en temps, il n'y a pas d'impact, on est d'accord. C'est quelque chose qui est différent, tout dépend ce que l'on met en termes de nombre de jours et de façon de gérer le télétravail. Et puis, il y en a peut-être pour d'autres aussi une forte incapacité à plus fortement se déconnecter peut-être, ou alors être dans des formes de charges plus importantes. Parce que la question de l'autonomie, c'est la question de pouvoir à un moment donné se dire je suis à la fois capable en fait de travailler seul, je suis à la fois capable de juger que j'ai fini mon travail et je n'attends pas forcément une reconnaissance immédiate de quelqu'un par rapport à ça. La question de la reconnaissance sur le travail, qui pour moi est différente du contrôle, elle est souvent très importante chez beaucoup de personnes et elle est très difficile à juger par soi-même, ce qui peut entraîner parfois des gens qui vont travailler peut-être plus certains jours,
et se permettre de déborder sur certains horaires, avec quand même peut-être un risque derrière. Enfin, pour continuer, pas prendre non plus tout le temps de parole, mais nous, ce que l'on voit en fin de compte dans le métier qui est le nôtre, c'est d'essayer d'éviter toutes les atteintes à la santé. Mais au-delà de ça, c'est de permettre à des gens de se développer, de s'équilibrer dans le travail. Et ça passe par plein de facteurs de risque, de facteurs de santé. Hein. Dedans, il y a l'autonomie, il y a en fait les équipes vie privée, vie professionnelle, qui souvent, mixés entre eux, ramènent plein de choses sur est-ce que j'ai bien travaillé, quelle reconnaissance j'en ai eu. Et également, du coup, le corollaire de ça, en tout cas, ce qui en lien avec ça, c'est les questions en fait de charge et de sous-charge. Et nous, ce que l'on sait, c'est que souvent, les pathologies du travail, qui ne sont pas directement des accidents du travail ou des maladies professionnelles, sont principalement liées à des problématiques de sous-charge ou de surcharge de travail. Et que quand on est livré trop longtemps à soi-même, les éléments qui équilibrent ça doivent se recréer. Et sont peut-être plus difficiles pour certains à recréer que pour d'autres quand on est isolé de l'entreprise. Oui. Alors, là-dessus, en fait, les théoriciens ont posé quand même des bases, à savoir que c'est de la responsabilité du manager d'être capable de définir, quand il définit donc la fiche de poste, des objectifs à atteindre. Et c'est ces objectifs-là à atteindre qui vont valider ou invalider le fait qu'un collaborateur a bien travaillé ou n'a pas bien travaillé, en fait. C'est de répondre à c'est d'être capable de répondre aux objectifs fixés par l'entreprise. Et il ne faut pas non plus oublier le rôle du manager qui est l'accompagnateur, en fait. Justement, dans les cas où les collaborateurs ont l'impression de ne pas assez travailler ou trop travailler, etc., il faut que quand même le manager soit là, soit à l'écoute et soit capable de faire le point sur les avancées. Ça, c'est la moindre des choses tout de même. Quant au... alors, évidemment, toute profession ne peut pas se prêter au télétravail, mais j'ai fait une étude au mois de mars dernier, pendant le premier confinement, sur les métiers du facilities management face au télétravail, justement. Donc, les métiers du facilities management, c'est tout ce qui est service aux entreprises. Donc, c'est de l'externalisation, vous voyez. Donc, ça va être la restauration d'entreprise, ça va être l'accueil en entreprise, téléphonique, accueil physique, ça va être l'entretien en entreprise, l'hygiène en entreprise. Voilà, bon. Et en fait, j'ai découvert que l'une des entreprises leaders sur le marché de l'accueil en entreprise proposait que tous les standards, en fait, se fassent. Donc, toutes les standardistes ont pu faire du télétravail. C'est-à-dire que toutes les standardistes ont été équipées d'un ordinateur portable avec un casque et elles ont pu ainsi faire leur accueil classiquement. Et leur département de recherche et d'innovation ont mis aussi un système d'accueil physique, mais déporté, ce qui est aussi très innovant, n'est-ce pas? Donc, on voit qu'il y a des adaptations en fait de ces entreprises pour pouvoir survivre, simplement parce que si elles ne trouvent pas une façon, comment dire, d'innover, elles ne vont pas subsister. Ça, c'était la petite parenthèse pour dire simplement qu'il y a des professions comme standardistes où jamais on n'aurait pensé intuitivement qu'elles puissent s'exercer en télétravail, et en fait, si. Ça, c'est jouable. Oui, donc là, pour la surcharge de travail, pour moi, vraiment, le manager est quelqu'un qu'on doit pouvoir interpeller sur cette question. Voilà. Et puis, dernière petite chose, il y a eu des études qui ont démontré que le présentéisme pouvait être une stratégie en cas d'échec. C'est-à-dire que un collaborateur sait qu'il ne va pas rencontrer ses objectifs. Du coup, il va compenser ça avec une démonstration de travail accru. C'est-à-dire que typiquement, ça va être quelqu'un qui va être sur site très tôt le matin, beaucoup plus tôt que les autres, et qui va être parti beaucoup plus tard que les autres, parce que vous voyez,
voyez, c'est une sorte de rééquilibrage. Pour autant, il ne va pas rencontrer ses objectifs. Il va être dans un cas de figure où il donne le change, mais ça sera toujours superficiel. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être de l'insatisfaction des deux côtés, tant de celui qui va pratiquer cela parce qu'il va être dans une situation d'échec où en fait on aurait besoin de le mettre sur un autre poste, tout simplement, pour le mettre dans une situation de réussite. Et pour le manager, c'est aussi mauvais puisque de facto, il ne rencontre pas ses objectifs. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait que tout ce que l'on peut, comme pour toute organisation, en fait, tout ce que l'on peut éventuellement reprocher au télétravail, on peut le reprocher en fait à l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, les deux ne s'opposent pas en fait. Les deux sont des façons de travailler qui sont un petit peu complémentaires. Et c'est plutôt comment on passe de l'une à l'autre en réalité qui va être important. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié dans une forme en fait, alors ni de confort ni de routine, mais d'un savoir-faire qui s'est installé dans une organisation et que tout d'un coup on commence à aller en fait sur des formes de télétravail, ou en tout cas on peut le proposer. La plupart du temps ce sera du volontariat, mais du volontariat qui sont faits sur des accords qui parfois peut-être peuvent être trop restrictifs, donc de redevenir une contrainte en fin de compte, parce qu'on a défini que c'est toujours les mêmes journées qu'il fallait être extérieur, donc la flexibilité finalement peut être assez compliquée en fait à définir, mais il est clair que globalement en fin de compte on va passer d'une organisation à une autre, d'un équilibre à un autre, des savoir-faire à un autre, et que ça peut demander, en tout cas, pour une certaine période, un besoin de réadaptation, en fait, donc de la personne à des nouvelles formes d'activités, de relations avec les collègues, de relations à sa hiérarchie, qui peuvent être, en tout cas, peuvent parfois poser des difficultés. Alors, comme dans tout changement, globalement, on y est pour, on est contre. Dans le télétravail, je pense que soit on a bien vécu une expérience et on va être pour, soit on a mal vécu quelque chose et on va être contre. Enfin, je pense qu'on va se baser énormément sur ce qu'on a déjà vécu. Mais par contre, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y aura toujours des formes en fait d'adaptation derrière pour recréer des stratégies. Et ce qui sera intéressant du coup quand on modifie des organisations, c'est de se donner le droit à l'erreur en fait. De se dire, tiens, on avait pensé que ça pouvait être une journée, 2 journées, que ça pouvait être tous les lundis, tous les mardis. Et de se dire, finalement, on va le changer, ça. Parce que travailler, c'est pas travailler seul dans son coin, c'est travailler avec un collectif, quelle que soit l'activité. Hein. Je veux dire, il y a des activités plus fortes que d'autres par rapport à ça, mais théoriquement, c'est très rare qu'on n'ait pas besoin de travailler avec d'autres. Et qu'on puisse continuer à adapter finalement cette forme d'organisation, quitte parfois à revoir un accord qui, à un moment donné, a été posé pour donner une base de travail et qu'il faut retravailler parce que, finalement, par rapport à l'activité, ils sont toutes différentes, il n'est pas tout à fait lui-même adapté et sans devenir une contrainte. Donc, il est certain que quelqu'un qui débarquerait d'une activité en n'ayant jamais fait autre chose que du télétravail se poserait pas les mêmes questions, finalement, que quelqu'un qui a déjà travaillé sur un site pour lequel ses stratégies étaient différentes. Et le présentéisme, il y a une stratégie, je suis d'accord, hein, comme le fait en télétravail peut-être de rester connecté tôt le matin, tard le soir, pour donner le sentiment qu'on est présent et peut-être répondre à chacun. Enfin, du point de vue plutôt santé au travail, hein, la difficulté, ça va être souvent le passage d'une organisation à une autre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément d'une bonne ou une mauvaise pratique. Il y a une pratique et qu'est-ce qu'elle produit, aussi bien dans ce qu'attend l'entreprise que dans ce qu'attend, en fin de compte, le salarié, lui, dans le travail. Et je pense que pour nous, en tout cas, là où il faut être vigilant, c'est que il ne faut pas qu'il y ait des modifications brutales, en fait, des organisations, sans tenir compte des spécificités de l'activité et peut-être sans associer les salariés par rapport à ça. Juste, Delphine, une intervention que souhaite faire Brigitte Delors, que beaucoup connaissent, qui travaille chez Le Gallet, qui s'occupe de beaucoup de choses. Brigitte, il faut juste reconnecter le micro. Je le fais. Ça devrait fonctionner. Alors voilà, là, normalement, vous m'entendez ? Oui. Très bien. C'est bon ? Bonjour. Bonsoir à tous. Alors, je vous ai écouté, hein, Delphine et Étienne, et j'ai l'impression que vous avez dit tout ce qui s'est passé chez nous.
en fait. On a vraiment eu tous ces cas de figure. Nous avons un accord de télétravail depuis 2018 qui prévoyait que les personnes qui le pouvaient, avec accord de leur manager, étaient autorisées à télétravailler maximum 2 jours par semaine. Accord qui, pendant 2 ans, n'a pratiquement pas été utilisé. Parce que des fois, le manager avait du mal à donner son accord parce que il ne savait pas manager à distance. Donc, c'était très peu utilisé. Les gens n'osaient pas. Voilà. Ce qui s'est passé au mois de mars, c'est que là, on a imposé le télétravail à 900 personnes en 48 heures. Donc, tout le monde est parti avec son ordinateur sous le bras et 900 personnes se sont retrouvées tout seuls chez eux. Certains l'ont très, très bien vécu et d'autres, ça a été assez catastrophique. On a même été obligés, les RH, certaines personnes, on voyait bien qu'ils n'étaient pas bien et donc on les appelait, on faisait des visios, etc. pour essayer qu'ils aillent un petit peu mieux. Donc, on a appris de finalement avoir un accord, mais on ne l'utilise pas. Et puis ensuite, tout d'un coup, on oblige. Et donc là, on sait que c'est ni l'un ni l'autre qui était la bonne solution. Donc là, quand il y a eu le deuxième confinement, ce qu'on a décidé, c'était plutôt de dire on va cibler en fait les personnes qu'on va mettre en télétravail. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'aise avec. Bon, faut dire qu'au premier confinement, certains avaient les enfants, avaient le mari aussi qui faisait du confinement, enfin du télétravail. Bon, c'était assez compliqué. Mais là, il y a des tas de gens qui ne voulaient pas retourner en télétravail et d'autres qui voulaient aller en télétravail. Donc, on a plutôt écouté les gens, mais aussi on a regardé ceux qui étaient capables aussi de travailler. C'est-à-dire que tout à l'heure, je crois que c'est vous, Delphine, qui disiez qu'il y a des moyens de regarder les résultats et de contrôler. Donc, c'était pas compliqué de savoir si quelqu'un qui est normalement sur le plateau téléphonique, est-ce qu'il a saisi des commandes ou est-ce qu'il n'en a pas saisi? Est-ce qu'il a fait des devis ou est-ce qu'il n'a pas? C'est facile à vérifier si la personne a pu travailler ou pas. Donc là, on a repris des négociations avec les représentants du personnel parce qu'on s'est dit notre accord de 2018, il n'était pas bon non plus. Donc, on est en train de retravailler. On se donne 2-3 mois pour retravailler avec les représentants du personnel sur le télétravail. Ce qu'on a fait, c'est que cet été aussi, on a formé les managers à manager à distance. Donc, on a fait tout du e-learning avec les managers pour leur dire ce qu'il fallait surtout pas faire et ce qui était bien de faire. Et je crois qu'on va partir vers un nouvel accord, mais qui sera plus sur le désir de faire du télétravail ou pas, parce que finalement, on est tous des individus différents. Moi, personnellement, je fais du télétravail depuis des années, de par ma fonction. Donc, ça ne me gêne pas. Et je fais du télétravail à volonté. C'est-à-dire que, personnellement, si je n'ai pas de réunion au bureau, pourquoi je vais aller au bureau pour mettre ma voiture sur la route et polluer un peu plus, ce n'est pas la peine. Donc, je n'y vais pas. Donc, j'ai cette flexibilité qui n'est pas forcément possible dans tous les services. Mais pour beaucoup de services, oui, et notamment, par exemple, les développeurs informatiques, etc., ils peuvent travailler de chez eux, c'est pas gênant. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on arrive maintenant à un accord d'entreprise qui soit moins strict, qui va s'ouvrir à plus de monde, sûrement, qui va s'ouvrir à plus de monde, mais avec cette volonté de dire certains sont capables de travailler, de faire du télétravail, d'autres non, d'autres le désirent, d'autres non. Donc, je crois que les outils, on les a aujourd'hui. Hormis quelques personnes qui peuvent être dans une zone blanche et qui ne reçoivent pas, qui n'ont pas un réseau. Mais nous, globalement, voilà, tout le monde est parti en télétravail. Très peu de monde ont dit, moi, je reçois rien, donc bon, on a été obligé de les mettre en chômage. Mais sinon, non, tout le monde a fait du télétravail. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment que les accords d'entreprise aujourd'hui soient moins rigoureux, moins stricts, etc. Et encore faut-il que les représentants du personnel aient aussi cette vision-là, parce que la problématique qui se pose, c'est de dire, mais alors, où est l'égalité entre les salariés ? Pourquoi celui-là peut faire du télétravail et celui... Donc, ça va générer peut-être d'autres difficultés relationnelles. Et je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc là, il faut un énorme dialogue, en fait. Il faut vraiment beaucoup, beaucoup dialoguer pour expliquer que le télétravail, ce n'est pas noir ou blanc, mais c'est beaucoup de nuances de gris. Oui. Voilà. Alors, Delphine ou Étienne pour le rebond ?
Comme tu veux, Étienne, comme tu le sens. Je peux peut-être un tout petit peu réagir. C'est vrai, je pense qu'il y a une mutation en fait qui est en train de s'opérer aussi de société par rapport à ça. Auparavant, on défendait le télétravail un petit peu comme une sorte d'acquis social qu'il fallait essayer de mettre en avant. Donc forcément, on était peut-être dans quelque chose qui était le fait de dire on a une journée, 2 journées, comme si on avait gagné quelque chose. Ça, je pense que ça est bon, et puis en même temps, ça crée des situations où effectivement tout est figé, comme si c'était un contrat qui disait en fin de compte, vous travaillez tel jour et puis pas tel autre en télétravail. Le problème, c'est que l'activité collective, en fin de compte, nécessite un peu plus de souplesse, sans doute, que ça, et que on voit apparaître maintenant des formes de télétravail. Alors, les noms varient, ça peut être nomade et autres, en fait, mais on voit que, en gros, on commence à dire, eh bien, ok, aujourd'hui, peut-être que vous allez être chez vous, mais peut-être que au dernier moment dans la journée, il va peut-être y avoir besoin d'intervenir sur site, de se rencontrer parce qu'il y a une urgence. Est-ce qu'on le fait à distance? Est-ce que vous vous déplacez? Et on est peut-être plus fortement dans quelque chose aussi marqué qui est de dire ah ben non, j'étais chez moi, en fin de compte, je bouge pas. Un peu comme si j'avais décidé ah bon aujourd'hui je suis dans mon bureau, mais j'en sors pas. C'est-à-dire que effectivement la souplesse, en fin de compte, elle existera à partir du moment où c'est le travail qui est central et que chacun réagit correctement par rapport à ça. Et peut-être que le débat ne doit plus être autour de... Enfin, moi, je défends le fait que c'est la réalité du travail qui doit nous guider, en fait, et qu'à un moment donné, c'est ça qui doit être débattu en réalité. Quelle est la nécessité pour que le travail soit bien fait, d'une part, et que tout le monde s'y retrouve, et que d'autre part... on sait aussi que la notion de travail, elle est constamment en train d'évoluer, aussi bien pour un salarié que pour l'entreprise. On est constamment en train d'innover, on est constamment en train de développer des savoir-faire, et c'est ce qui fait qu'on est content de travailler, c'est qu'on a l'impression de progresser constamment. Et l'entreprise, c'est la richesse qu'elle a d'avoir des salariés qui amènent des innovations. Et que ces innovations-là, en fait, aussi infimes soient-elles, elles existent par souvent les rencontres entre salariés, par discussion, par le fait qu'on résout des problématiques ensemble. Et ça, c'est quelque chose, en fin de compte, qui ne se décide pas tel ou tel jour. Donc, oui, dès qu'on commence à aller sur la question en fait, des accords, eh bien, on attend s'afficher des choses. Peut-être qu'il faudra qu'on arrive à avoir d'autres souplesses qui permettent à chacun de s'y retrouver. Voilà. Si je peux me permettre, il y a quelque chose aussi qui était très important, c'est la collaboration, ne pas casser la collaboration. Nous, on s'est rendu compte, par exemple, sur le plateau téléphonique, il y a des technico-commerciaux et puis il y a des conseillers clientèle. Et ces conseillers clientèle s'appuient beaucoup sur l'expérience technique en fait des commerciaux. Donc ils ont une question d'un client, ils vont tout de suite aller voir le technico en disant et ça comment tu le réglerais techniquement. Ils ont tout de suite la réponse et en même temps ils engrangent de la connaissance. Or on s'est rendu compte en fait pendant le confinement que les technico-commerciaux ont gagné énormément en productivité parce que ils étaient plus dérangés par les autres qui venaient leur demander des renseignements. Et par contre la formation en continu des conseillers clientèle, elle avait perdu en qualité parce qu'eux, ils avaient plus cette bouée de sauvetage qu'ils avaient avec le technico. Donc, c'est tout ça, il faut rééquilibrer. Et c'est pour ça que dans une entreprise, les métiers sont tellement différents les uns des autres que je ne pense pas qu'une entreprise peut être identique à une autre. Et c'est la souplesse et la compréhension du travail, ce que vous avez dit, Étienne, et la souplesse et vraiment la conscience du travail, c'est ça qui va amener à faire du télétravail, mais de façon souple, raisonnée et intelligente. Voilà, je pense que, et il ne faut pas que ce soit tu es en télétravail aujourd'hui, et bien demain on estime que tu n'es pas vraiment dans le travail en étant chez toi, eh bien il va falloir que ça ne soit pas un acquis. Ce n'est pas que parce qu'aujourd'hui on dit à un salarié tu es en télétravail, ok, pendant 1 jour par semaine ou 2 jours par semaine, que c'est un acquis. Et il ne faut pas que le télétravail soit vu justement comme une espèce de reconnaissance, parce que ce n'est pas ça. Le télétravail est juste un moyen de travailler, mais n'est pas une reconnaissance. Et ça, c'est... Voilà, pour moi, je pense que c'est important de bien avoir un discours sur ce sujet en entreprise. Delphine, comment réagir? Oui, alors tout ça, c'est très
intéressant parce que il faut voir une chose aussi, il faut mettre une chose en perspective. Et là, je parle au nom des organisations au sens très large du terme. C'est que pendant cet été, en fait, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui donnent généralement le là sur la façon dont on va vouloir travailler après. Ça là-dessus, ils l'ont démontré avec leurs espaces de travail, vous voyez, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait Google qui mette une table de ping-pong dans ses locaux il y a 15-20 ans, on n'en avait évidemment pas du tout en France. Bon, voilà. Donc, les GAFAM ont une influence excessivement forte, sur notre façon de travailler, n'est-ce pas? Et les GAFAM, donc, cet été, se sont toutes prononcées pour le télétravail et on dit, nous, on va aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine pour l'ensemble de nos collaborateurs et ils présentaient ça, si vous voulez, comme étant un atout majeur de leur marque employeur, c'est-à-dire comment faire pour attirer les talents, comment faire pour attirer les plus compétents, les fidéliser, etc., etc. Eh bien, on va proposer un certain nombre de jours de télétravail. Et alors là, pour le coup, totalement acquis. Et d'ailleurs, PSA a passé le cap aussi cet été en proposant à ses cadres d'aller jusqu'à 3 jours de télétravail hors Covid. Je suis bien d'accord, on est bien d'accord, hors Covid. Alors, pourquoi alors, évidemment, on met cette question de la flexibilité sur la table. Il faut voir aussi que ça peut correspondre, comme vous le disiez absolument, Brigitte, il y a certaines personnes pour qui ça va être quelque chose d'anxiogène et pour d'autres, ça va être merveilleux. Et ça a à voir avec notre contexte personnel. C'est intime, je crois que ça ne se discute pas. Et ça a beaucoup à voir avec notre projet de vie. Dans ce sens où, vous voyez, quand vous avez dit bien moi, je ne vais pas mettre ma voiture sur la route pour polluer 2 heures juste pour mettre ma voiture sur le parking. Moi, je raisonne comme vous. Je suis en télétravail, je suis enseignant-chercheur, donc je suis très rarement sur site parce que je suis plus productive à la maison. Eh bien, en fait, c'est cela, vous voyez, on va avoir, vraiment un projet de vie qui va pouvoir se cristalliser et se structurer autour de cette possibilité de télétravail. Là, je vais sortir un peu de la Normandie. Je suis une ancienne parisienne, donc j'ai beaucoup de contacts à Paris encore et j'ai des amis parisiens qui ont réussi entre les 2 confinements à négocier du télétravail à long terme avec leurs entreprises et qui ont ainsi pu quitter la capitale pour pouvoir s'acheter une maison spacieuse, etc., mettre leurs enfants au vert. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que le télétravail, ça peut être un avantage à considérer pour la marque employeur quand une entreprise veut attirer des talents, d'une part, et d'autre part, ça peut véritablement correspondre à des projets de vie qu'ont les gens. Après, pour la sociabilisation, alors, bien sûr, une fois de plus, hors Covid, bien sûr que le lieu de travail est un lieu de sociabilisation. Maintenant, j'attire votre attention aussi sur les tiers-lieux. Les tiers-lieux ont cette vocation d'accueillir donc des travailleurs qui ne voudraient pas travailler chez eux parce que c'est isolé et qui ne voudraient pas non plus travailler sur le site de leur entreprise. Ils se prennent un bureau dans un tiers-lieu, on en a des chouettes en Normandie, n'est-ce pas? Et voilà, donc vous avez de la sociabilisation, vous échangez avec des gens, vous pouvez très très bien justement faire émerger des bonnes idées de collaboration aussi, pourquoi pas, inter-entreprise, ça se fait. Et puis, vous n'êtes pas nécessairement sous l'œil de votre manager ou dans un esprit de comparaison avec un collègue, etc. Parce que moi, je suis d'accord sur tout ce qu'on dit, mais il ne faut pas non plus idéaliser le travail sur site, dans ce sens où il y a une toxicité aussi sur le travail sur site. Il y a des gens toxiques et pas que des managers toxiques. Il y a des rumeurs. Il y a quand même des choses anxiogènes et négatives sur les sites des entreprises. Pas toutes, mais il y en a. Étienne, est-ce que… Non, je me disais, on devrait mettre des gens toxiques en télétravail, en fait. Non, bon, de toute façon, je pense que globalement, je suis assez d'accord sur les tiers-lieux d'ailleurs, parce que je trouve que ça permet quand même de faire une coupure entre la vie privée et la vie professionnelle. Je pense que, à titre personnel, je trouve que
ne pas sortir de chez soi pour aller travailler, en fait, sans faire beaucoup de kilomètres, mais pouvoir, en fin de compte, se dire, je commence ma journée, je termine ma journée. Je trouve que ça a du bon, en fin de compte, pour faire des coupures à tout niveau, sachant que quand, de toute façon, on a un cadre, on a beau se dire ça continue à tourner, mais au moins, pour avoir le sentiment que la maison peut être un peu un refuge. Après, juste une remarque, en fin de compte, mais c'est toujours pareil, il faut voir le contexte. Quand quelqu'un est en télétravail et que c'est un peu des journées qui sont définies de manière, on va dire, forte, tel jour je suis pas là, etc. Si on n'a pas pris en considération, en fin de compte, tous les aspects du travail de la personne, il y a de fortes chances que la personne qui est en télétravail, une partie de son activité risque d'être une surcharge pour quelqu'un qui reste sur site. Parce que la plupart du temps, les aléas, les régulations se passent sur site, en fait, et que les gens qui sont en télétravail ne pourront pas régler certains types d'aléas, coopérer de la même manière avec leurs collègues comme d'habitude, et souvent ce sont ceux sur site qui doivent récupérer un peu les trucs à rattraper. Donc, il faut toujours être vraiment très vigilant quand il y a un déplacement d'activité, parce qu'il y a forcément un déplacement de charge de travail. Là, j'ai deux interpellations par rapport à l'inspection du travail. Est-ce qu'elle pousse ou est-ce qu'elle freine? Puisque j'en ai profité pour vous transmettre en fichier joint à tous une vision du MEDEF sur l'ANI qui vient d'être signée, je crois que c'était fin novembre, sur les accords de télétravail. Et on sait que nous, on privilégie les accords dans l'entreprise pour être au plus près du travail. Mais je suis pas là pour faire la pub du MEDEF, pas particulièrement. Mais quelle est la position de l'inspection du travail? En tout cas, quelle est celle que vous avez constatée, l'un ou l'autre, ou peut-être des participants à cette réunion, puisque Brigitte disait qu'ils avaient accepté le premier accord en 2018. Et est-ce que demain, ils vont encourager plus de télétravail, finalement? Bon, là, il y a un blanc. Moi, je pense qu'ils vont l'accepter, mais à condition qu'il soit bien encadré, dans le sens où c'est vraiment une décision des parties prenantes et c'est un consensus, en fait. Et enfin, moi, je crois beaucoup à ça. Je suis sûre que dans mon entreprise, certains ne voudront absolument pas télétravailler, d'autres vont travailler un petit peu. Mais par contre, travailler à 100% en télétravail, je pense qu'au niveau de la direction, nous ne sommes pas tellement favorables parce que ça coupe en fait de la culture de l'entreprise, de la valeur et de la connaissance qu'on a de l'entreprise, de ce qui s'y passe. Et si on veut avoir des salariés qui adhèrent à la stratégie de l'entreprise et qui aient aussi cette fierté d'appartenance et d'être dans un groupe, si on ne fait que du télétravail, moi je ne vois pas très bien comment on peut avoir cette relation forte avec l'entreprise. Et il ne faut quand même pas oublier qu'une relation forte avec l'entreprise, c'est aussi les salariés qui sont très volontaires dans leur travail, mais aussi qui restent. C'est des personnes qui vont être innovantes, qui vont apporter un plus à l'entreprise. Donc, peut-être qu'il faut se dire que c'est pas ou tout ou rien, mais que c'est trouver en fait une espèce de consensus entre le besoin qu'a l'entreprise d'avoir des gens sur place ou pas et la volonté de la personne de télétravailler et la possibilité, la capacité qu'elle a à le faire. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment faut y aller doucement et puis s'adapter. C'est peut-être du cas par cas, c'est compliqué, mais c'est peut-être ça qu'il faut. Et moi, je ne crois pas du tout au télétravail imposé. Personnellement, je vous disais que moi, je faisais du télétravail depuis des années de par ma fonction et je navigue à droite à gauche. Quand j'ai été obligée de faire du télétravail à 100% au mois de mars-avril, je ne l'ai pas bien vécu. Je n'ai pas bien vécu. Il me manquait quelque chose, quoi. Voilà. Bon, c'était le confinement aussi, on ne pouvait pas sortir, on voit avec les attestations, c'était un peu différent, mais voilà. Nicolas, je ne sais pas si je peux rebondir par rapport à ce que dit Madame Delors, mais effectivement, je crois qu'il y a un équilibre à trouver, et l'équilibre va se trouver dans chaque entreprise. Didier Morisset, donc je suis président de Présence Normandie, donc tout à l'heure Étienne a parlé de Présence Normandie. Nous sommes 10 services de santé au travail regroupés en Normandie et regroupons à peu près
90% des salariés. Donc, ce qui est important, effectivement, c'est cet équilibre-là. Maintenant, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans toute crise, il y a toujours quelque chose de positif. Et je crois que ce que nous avons vécu au printemps et que nous sommes encore en train de vivre, puisque le reconfinement a commencé début novembre, et nous en aurons peut-être encore en 2021, parce que malheureusement, on voit bien déjà aujourd'hui les statistiques commencent déjà à changer un petit peu. Elles allaient dans le bon sens, mais elles n'y ont peut-être pas toujours. Donc, ce qui veut dire qu'on a des expériences qui nous permettent d'avancer. Et ces expériences sont très utiles, justement pour retrouver ce que vous disiez, Madame Delors, et puis ce que disait tout à l'heure Delphine et puis Étienne. Je conclurai par notre rôle à nous en tant que santé au travail. Effectivement, après, c'est d'aller vers un autre volet qui est les salariés, comment ils vivent ça, et puis aussi aider les entreprises à fonctionner dans ce sens-là au travers justement de la surveillance, bien sûr, des salariés, et puis aussi des questions de prévention dans les organisations, dans les entreprises. Voilà ce que je voulais compléter. Merci. Une question, Delphine, d'ailleurs, on parle de salariés qui peuvent et qui ne peuvent pas. Toi qui as étudié un petit peu ces sujets-là, est-ce que tu as vu la pratique de ceux dont on considérait qu'ils ne pouvaient pas télétravailler et comment on leur a expliqué? Est-ce que c'est pas vécu comme une sanction finalement et finalement comme un vrai souci dans le management, parce que il faut être courageux quand on est manager, mais là on va avoir deux niveaux de salariés peut-être demain, au-delà de ceux qui veulent et ceux qui veulent pas, et ceux à qui on pourra dire toi tu peux et toi tu ne peux pas. Comment on va gérer ça? Ah oui, alors ça, effectivement, ça soulève une très grosse question qui est vraiment importante. Et juste une petite parenthèse avant pour vous dire que, Brigitte, je suis absolument d'accord avec vous. Le télétravail à 100%, ça ne peut simplement pas se faire pour la culture organisationnelle. Bien, c'est exactement cela, en fait, puisque la culture organisationnelle, elle va se transmettre par mimétisme. C'est-à-dire que la culture d'une organisation, c'est on regarde l'autre faire, on regarde les normes comportementales et puis on va s'y faire. Et c'est comme ça qu'on fait partie du groupe, en fait, et que notre identité au travail va se façonner. C'est parce que, bien, on va adopter tous le même comportement sans même nous en rendre compte. Donc, naturellement, quelqu'un qui sera en télétravail 5 jours par semaine, eh bien, il n'aurait pas l'occasion de pouvoir voir comment ça se passe chez nous. C'est-à-dire, est-ce qu'on se fait la bise, est-ce qu'on se serre la main, est-ce qu'on parle des problèmes ou est-ce qu'au contraire, on les met sous le tapis, comment on fait, etc. Ça, c'est la culture d'entreprise et c'est vraiment notre langage commun quand on est à l'intérieur d'une organisation. Donc, je suis absolument d'accord. Après, pour répondre à ta question, Nicolas, effectivement, il y a des gens qui le vivent très mal, d'autant que, comme je vous disais en introduction, il y a beaucoup d'entreprises et des grandes entreprises qui ont compris l'enjeu qu'il y a derrière du télétravail. Parce que là, pour l'heure, on est en train de parler des salariés. Donc, la deuxième phase du problème du télétravail, c'est celui de l'organisation, de l'entreprise. L'entreprise, son deuxième poste de dépense, c'est l'espace de travail, d'accord? Donc, qu'on soit propriétaire, qu'on soit locataire, l'entretien, la maintenance, c'est le deuxième poste de dépense, vous voyez, quand on cumule tout de suite après les salaires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans votre entreprise, vous développez le télétravail, eh bien, du coup, vous allez pouvoir dire aux gens, vous n'avez plus votre bureau personnel vu que vous n'êtes plus vraiment présent dans les locaux, parce que si on cumule les journées de télétravail avec les journées de RTT, les journées où vous êtes en rendez-vous clientèle, etc., vous voyez, vous êtes concrètement dans les murs entre 2 ou 3 jours par semaine si on lisse le tout. Donc, plus rien ne justifie le fait que vous ayez un bureau à vous. Vous voyez un peu le raisonnement? Et puis après, donc, je connais très très bien un grand groupe. Ils ont un de leurs campus en proche banlieue parisienne, oui, de 5500 postes. Donc 5500 collaborateurs, pardon, qui sont sur 4000 postes. Vous voyez ou pas l'économie réalisée? Pensez au foncier parisien.
Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que les gros groupes comprennent l'intérêt d'organiser le télétravail parce que le télétravail permet le fait de casser le bureau personnel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez ce que… Moi, je suis d'autant plus que c'est ce que je fais déjà. Puisque comme je fais du télétravail depuis plusieurs années, j'ai effectivement un bureau, mais sur mon bureau, il y a une affiche en disant que quand il n'est pas occupé, Voilà. eh bien, allez-y. Voilà. Donc, n'importe qui peut venir travailler dans mon bureau. Ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, c'est moi qui ai mis l'affiche sur la porte en me disant c'est bête qu'une réunion ne puisse pas se tenir parce que, alors que j'ai un grand bureau, c'est bête de ne pas l'utiliser. Donc, on est dans ces réflexions-là. Et d'ailleurs, on a mis dans notre siège social, on a plusieurs bureaux qu'on appelle des bureaux nomades qui servent à des personnes qui viennent d'autres sites ou quoi. Et ils le réservent sur l'intranet et puis voilà, ils réservent le bureau. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique, nous, déjà, parce que ça, c'est vrai que depuis 2018, il y a quand même un certain nombre de personnes, plutôt dans les cadres, qui ont fait un peu de télétravail. Et ce nomadisme amène une réflexion sur les bâtiments. Hein. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais attirer votre attention aussi sur… Je vois l'intérêt évidemment pour les salariés, je vois l'intérêt pour la santé, pour le travailleur, mais j'attire aussi votre attention sur le fait que c'est un enjeu capital aussi pour les entreprises, puisqu'on va toucher à l'espace. Oui. Oui, là, nous, je sais qu'on a un agrandissement prévu du siège social et cet agrandissement, on est en train de voir comment il va faire. Et je pense que le nombre de bureaux nomades va augmenter par rapport au projet qu'on avait déjà fait sur le papier avant le confinement. Je pense que ça va jouer, oui. Qui souhaite réagir ou intervenir, Étienne, ou même des participants de cet échange? Laurent, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Enfin, voilà, si certains souhaitent interroger nos participants ou les interpeller ou évoquer un désaccord d'ailleurs. Je suis tout à fait preneur. Vous ouvrez votre micro sans problème. Ah, je vois des questions sur le chat. Alors, comme Étienne ne peut pas les lire, je regarde. Là, Claire, tu nous as fait une question vraiment trop longue, là. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Tu parles de questionnaires en ligne pour évaluer le stress, les bonnes pratiques, les modalités, sans doute dans la gestion du télétravail. Bon, je vais avoir du mal à… Je ne sais pas si Delphine, tu as accès au chat, si tu veux jeter un œil. Oui. Pour Étienne, je sais que c'est plus difficile, il est sur son téléphone. Mais qui souhaite interpeller nos intervenants? On arrive bientôt d'ailleurs à la fin de cet échange, donc n'hésitez pas, profitez-en. Je voudrais juste te poser une question un peu pratique. Une des problématiques du télétravail, en tout cas, on l'a mis en place au laboratoire Cotral. Une des problématiques, c'est les managers. Enfin, en tout cas, nous, on trouve que le manager est certainement la personne qui pose le plus de difficultés. Est-ce qu'il y a des recommandations, des éléments clés, des facteurs clés de succès qui vont permettre en quelque sorte au manager de changer son mode de management? C'est-à-dire, grosso modo, s'il manage comme avant, ça ne marchera pas. Il faut qu'il accepte de fonctionner de manière différente. Est-ce que vous avez… Moi, je sais que je lis beaucoup Harvard Business Review. Ils ont édité quelque chose de manière assez intéressante, je crois c'est en juin ou septembre, sur le télétravail. Est-ce qu'il y a d'autres livres, des articles ou même des publications que vous connaissez, que vous avez peut-être pu faire, qui peuvent nous donner des clés de lecture simples qu'on puisse mettre en application dans nos propres entreprises? Dans un cadre de télétravail harmonieux ou dans un cadre de télétravail de crise imposé au forceps comme ça l'est à l'heure actuelle? Non, parce que je dirais qu'il y a quand même une situation qui va faire qu'au moins le télétravail va rester. C'est-à-dire qu'on va sortir, on va acquérir quelque chose, même si ça existait auparavant, hein, j'en conviens, mais il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas revenir en arrière. On a des collaborateurs qui ont goûté au télétravail, certains qui le refusent, mais auquel cas, pas de problème. Je pense que c'est effectivement, comme Brigitte le met en avant, c'est un choix. C'est une volonté individuelle et d'entreprise, mais c'est d'abord aussi un choix. Et donc ça, on ne va pas pouvoir dire « non, c'est fini, vous avez bien travaillé en télétravail, maintenant vous revenez ». Donc, il faut changer, il faut s'adapter. C'est une vraie évolution pour les managers, tous les managers, y compris les chefs d'entreprise. Et ça peut prendre un peu de temps. Et plus on a des bonnes pratiques ou des bonnes idées, plus c'est facile à mettre en place, quoi. Donc oui, c'était harmonieux. Essayer de mettre en place un télétravail harmonieux, qui est bien pour tout le monde.
Ouais. Dans ces cas-là, en fait, il faut vraiment raisonner le site de l'organisation comme étant un lieu de rencontre. Vous voyez? Et là, le changement de paradigme, il est majeur. C'est-à-dire qu'on va passer d'un lieu historiquement de productivité, c'est-à-dire c'est là où le travail se passe, à un site qui finalement va être fréquenté, pas exclusivement pour le travail. Mais donc, quand je viens sur site, il faut que ce soit vraiment un moment d'échange, un moment où la culture de l'entreprise va pouvoir perdurer, un moment où on va pouvoir se tenir au courant de toutes les grandes questions que se pose l'organisation, parce qu'une décision, elle ne tombe pas comme ça. On est aussi beaucoup dans le bottom-up à l'heure actuelle, dans nos organisations. Comme le disait Étienne, il y a beaucoup de choses qui émergent de la rencontre informelle. Ça a été démontré. Donc, vous voyez, et ça, c'est pas rien que de dire de changer le site et de le faire passer d'un lieu de productivité à un lieu de rencontre et de sociabilisation. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que du team building, mais ça veut dire qu'on va devoir anticiper le fait que voilà, il y a tel et tel collaborateur qui sont sur site. Qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui pour cela? Vous voyez? Donc, indépendamment du rôle du manager qui est double, qui est de planifier et de contrôler, ça c'est la planification et le contrôle, c'est la base du management. Il va falloir aussi être capable de maintenir le lien grâce justement au fait de transformer donc la présence du collaborateur sur site comme une opportunité de rencontre et de partage. Alors moi, je vais rajouter quelque chose, si vous le permettez. Nous avons renouvelé cette année, parce que c'était prévu, et donc on a décidé de le faire quand même, on a renouvelé notre certification Great Place to Work. Et en plein dans le... Alors, bon, donc on l'avait fait en 2017, là c'était prévu qu'on le renouvelle, donc on l'a fait quand même. On s'est posé la question, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas? Et donc il y a des domaines dans lesquels on a très bien progressé. Et il y en a un domaine dans lequel on a vraiment chuté fortement de 13 points, c'est la convivialité. Parce qu'on n'a pas pu organiser ce qu'on fait habituellement, les départs à la retraite, les baux, voilà, tout ce qu'on organise et qui crée le lien où les gens se voient ailleurs que sur leur poste de travail, tous ces moments d'échange et festifs qu'on peut organiser dans une entreprise. Eh bien ça nous a fait perdre 13 points. Bon, on n'est pas surpris parce que bon voilà, on savait, mais alors que la convivialité chez Le Gallé, ça a toujours été vraiment quelque chose qui est remarqué par tout nouveau salarié. Il se dit, ah oui, franchement, oui, on a beaucoup de choses qui se font chez nous, des cours de sport, du yoga, du massage, tout ce qu'on veut, des fêtes. C'est vrai, il y a beaucoup. Et on se rend compte que la convivialité, c'est une partie intégrante de la culture d'entreprise, mais aussi du bien-être des salariés. Et en télétravail à 100%, eh bien ça, on le perd. On l'a pris. Et donc là, voilà, j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir reprendre les fêtes. Étienne, est-ce que tu veux réagir? Je vois qu'on se rapproche de la fin. Alors, mais comme 20 heures, je ne veux pas non plus abuser sur vos timings personnels quand même. Moi, je voudrais bien apporter un petit complément par rapport à ce que disait Delphine tout à l'heure et en réponse à Monsieur Capellari, enfin Laurent, on va l'appeler Laurent, ce sera plus simple. Il y a un point essentiel, c'est-à-dire que dans le management, il y a effectivement tout ce qui est organisation, tout ce qui est planification, contrôle, planning, etc. Mais il y a aussi l'écoute de son équipe. Alors, je dirais l'écoute de son équipe, parfois en collectif, bien sûr, mais actuellement, avec le télétravail, c'est un petit peu plus difficile, sauf à avoir des réunions par Zoom comme on a actuellement. Mais c'est aussi l'écoute individuelle. Et on sait que, par exemple, pour reprendre aussi ce que disait Brigitte, c'était il y a des salariés qui effectivement se trouvent bien en télétravail et puis d'autres moins bien qui ont des difficultés. Et à ce moment-là, effectivement, le rôle du manager, c'est bien d'identifier cela et d'être extrêmement vigilant vis-à-vis de ceux ou ces salariés-là qui sont
un peu plus en difficulté pour avoir une écoute très attentive, très positive de ces salariés-là, parce que peut-être qu'ils ont des difficultés qu'ils n'osent pas exprimer ou qu'ils n'identifient pas forcément toujours très bien d'ailleurs. Je pense que, je ne sais pas si Étienne est un peu d'accord avec cet aspect-là, qui est un peu en amont de la partie qu'on a, nous, derrière, en tant que service de santé au travail. Ah, si tu me donnes du coup la parole, en fait, je pense que globalement, là où il faut être vigilant, c'est que, comme toute modification d'organisation, je pense que c'est encore plus flagrant pour le télétravail. Et si on ramène ça à la santé au travail, ce qui fait mal, ce n'est pas ce que l'on fait. Ce qui fait mal, c'est ce qu'on ne peut plus faire ou pas faire. Et je pense, en fait, que quand on se retrouve chez soi, en télétravail, il est évident qu'il y a une grande partie de notre quotidien qu'on ne peut plus faire ou pas faire. Il y a une partie qui est pas grave parce qu'on va se réadapter, et une autre partie qui fait partie de la richesse du métier. Et pour revenir sur les managers qu'on évoquait tout à l'heure, on parle beaucoup des soft skills pour les managers, ce genre de choses. Mais je pense que ça pose la question de la modification de leur pratique et de la capacité qu'ils ont à se retrouver dans une nouvelle pratique, ce qui n'était pas forcément ce pourquoi ils avaient, en tout cas, celle dans laquelle ils se retrouvaient en tant que manager auparavant. Et c'est là-dessus qu'il faut être très vigilant, en fin de compte. On a une forte capacité à s'adapter, tous, c'est comme la richesse, en fait, de l'être humain. Mais on doit y donner du sens et y trouver du sens. Et ça, c'est en général, c'est très individuel. Et ce qui nous fait mal, surtout, c'est quand on n'arrive plus à faire ce qui donnait du sens, en fait, à notre activité. Voilà. Merci, Étienne. Un petit mot de conclusion, Delphine, aussi pour toi? Je répondais à Claire sur le fait qu'effectivement, à l'EM Normandie, on organise des petits cafés conviviaux comme ça en étant en confinement. Et voilà, mais moi, vraiment, je ne veux pas corréler ce qu'on est en train de vivre avec ce qu'on pourrait vivre si on était dans un télétravail harmonieux, vraiment discuter avec les autres, si on pouvait sortir ce soir, aller au restaurant, aller prendre un verre dans un bar. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que moi, mes collègues, je les adore, mais les voir 3 jours par semaine, ça me suffit. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de les voir tous les matins non plus, pas plus que je n'ai besoin de me maquiller tous les jours non plus. Vous voyez, enfin, ça donne une certaine souplesse. Après, bien sûr, j'ai repris la base du management avec planifier le contrôle. Et à côté de ça, bien sûr, il y a les soft skills, etc. Mais il faudrait pouvoir écouter en fait les craintes de ces managers. Qu'est-ce qu'ils ont peur de louper? Qu'est-ce qu'ils ont? Vous voyez, c'est que quelque chose leur échappe. Et ça serait intéressant justement de mener une recherche là-dessus. Bon, il y a Delphine qui est partante pour venir dans ton entreprise. Et en plus, la dernière fois qu'elle nous avait donné un coup de main, elle avait bossé avec Recréa. Ça se passe très bien. Ça s'est pas très bien passé. Ça continue de se passer, je crois. Donc, et Action Logement. N'hésite pas. Écoutez, il est 20h, donc on essaie de respecter le timing, surtout sur les visios et particulièrement à cette heure-là. Si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas. Je peux aussi les transmettre à nos intervenants. Et puis peut-être vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous. Et j'espère que vous avez apprécié cet échange toujours assez riche et en plus avec beaucoup d'émulation entre les interventions des uns et des autres. Un merci particulier à Brigitte qui est avec Le Galet, a quand même un bel exemple d'entreprise dont on peut aussi, je crois, prendre quelques idées. Voilà. Donc, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. En tant que président de Présence Normandie, donc je voudrais aussi remercier donc Nicolas pour cette organisation parce qu'on n'a pas pu faire l'UEN, nous étions partenaires de l'UEN pour intervenir, on n'a pas pu le faire. On pense peut-être pas totalement, mais sont quand même très intéressantes. Merci aux 2 intervenants et puis aussi une troisième personne qui est encore dans la salle, qui s'appelle Baptiste Jamet, qui a travaillé beaucoup avec Nicolas sur ces projets-là. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Merci à tous. Merci Didier et merci à vous tous. Merci.